Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence, chaque dimanche au soir autour de 22 h. Bien sûr, en allumant votre poste de télévision, c'est toute l'équipe du Studio 1 de Culture Club que vous retrouvez bien sûr pour une autre échappée culturelle, encore une fois autour de 22 h, pour pratiquement une heure de débat culturel. Des villes et des histoires, c'est la thématique à laquelle nous vous convions ce soir à travers vos questions et vos réactions sur notre page, bien sûr, cultureclub@untv.dz. Et pour cet autre passage en nocturne, bien sûr, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Mohamed Belhi. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver, Mohamed Belhi. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. On va citer, je le rappelle encore une fois, votre région, bien sûr, dont vous êtes amoureux et très jaloux parce que vous restituez tous ces passages, toute cette histoire à travers, bien sûr, Biskra, encore une fois, chez Anap Édition. Vous êtes entre autres auteur de l'ouvrage qui a marqué les esprits des grands curieux que nous sommes, c'est-à-dire La mort de l'entomologiste chez Balzac Édition, qui revisite l'histoire tourmentée de cette Algérie des années 90. Il y a eu Les phares d'Algérie avec Zinedine Zbal, mais également La route de l'or. Et si vous êtes de passage ce soir, c'est pour justement remonter le cours de l'histoire et de la mémoire à travers un très bel ouvrage qui est paru lors de l'organisation du 22e Salon international du livre et qui a pour titre Pyramide d'Algérie et Medrassen, tombeau royal mauritanien, Djeddah. C'est aux éditions Anap, bien sûr, avec l'étroite collaboration de Nasser Wadahi, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres. Merci encore une fois, Mohamed Belhi. Des villes et des histoires, cette fois-ci, qui va entre autres réunir sur ce même plateau notre deuxième invité, notre deuxième, j'allais pratiquement dire témoin, parce qu'il a été à travers également plusieurs ouvrages. Lui n'est autre que Ben Youssef Chérif. Bonsoir. Bonsoir. Merci Ben Youssef Chérif d'être avec nous ce soir. Photographe, auteur. On va citer quelques-unes de vos réalisations. Une saison en enfer avec Rania Moufok, bien sûr. Elle également, cet ouvrage, encore une fois, nous renvoie vers cette Algérie meurtrie des années 90. Une fenêtre sur la Mecque, mais entre autres, Algérie destination de légende avec Fadela Benbadji, un livre pratiquement épuisé, plus en vente chez les bons libraires. Et aujourd'hui, c'est un voyage qui a réellement donné le vertige au grand curieux que je suis, Timimoun, La rose des sables. Ce sont vos photos, mais également vos textes parus aux éditions Anap. Merci d'être avec nous ce soir. Troisième invité, troisième destination, nord, sud, est, ouest, il en sera également question. 30 ans de carrière où la femme a été une source pratiquement inépuisable dans l'imaginaire et dans la réalisation de notre troisième invité. Lui, c'est Farid Benia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, algérienne avec un S, s'il vous plaît, Source du futur. C'est aux éditions Farid Benia, où nous allons entre autres à la rencontre d'auteurs, de journalistes qui ont un peu pénétré, mais aussi décrypté vos univers, tels de véritables chirurgiens, disséquer vos univers et vos grandes imaginations. La femme toujours et encore, on va citer Leïla Boukli, Abdelrahman Julfaoui et puis tant d'autres sur lesquels nous reviendrons tout au long de l'émission. Un livre à avoir, Algérie, source du futur, je le rappelle encore une fois, en vente libre chez les bons libraires. Et puis, quatrième discours, quatrième invité, c'est... Quatrième destination, non, parce qu'il est question d'Algérie aujourd'hui. Alors, c'est Nadir Djama, bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être avec nous, Nadir Djama. Alors, vous êtes pluriel, vous êtes physicien, universitaire. Après plusieurs années d'enseignement, entre autres à l'université d'Abzouar, où vous êtes consacré à la photo d'art, où vous avez exposé un petit peu partout dans le monde. On va citer Pékin en 2008, le MAMA en 2010, à Milan en 2016, et que sais-je encore. Aujourd'hui, Images d'Algérie sous le ciel, je le rappelle encore une fois, aux éditions Nadir Djama, ça vient tout juste de sortir, entre autres. Voilà. C'est d'une beauté extrême, vous aussi. Nord, sud, est, ouest, oui. Tout ça en même temps. Sous le ciel d'Algérie. Voilà, tout ça est au programme, je le rappelle encore une fois. Sous le ciel d'Algérie, des villes et des histoires. Il en est question tout au long de l'émission. Question-réaction, cultureclub@untv.dz. Rebonsoir, Mohamed Belhi. Je le rappelle, vous êtes là ce soir pour la promotion de votre bel ouvrage Pyramide d'Algérie et Medrassen, tombeau royal mauritanien, Djeddah. C'est aux éditions Anap. À voir toutes vos réalisations, donc je le rappelle, La mort de l'entomologiste, Biskra, que sais-je encore, les phares d'Algérie. Et aujourd'hui, encore une fois, donc Pyramide d'Algérie, j'ai comme l'impression que vous êtes dans une forme de quête mémorielle. C'est vrai, quelque part, parce que aujourd'hui, toutes les questions de l'heure, c'est lié au patrimoine et à la mémoire. Parce que si on oublie d'évoquer la mémoire, on est une société morte.
Et si à un moment donné j'avais fait l'ouvrage sur la route de l'or, c'est quelque part pour dire qu'on doit se réconcilier avec nos racines africaines. Et maintenant avec ce beau livre, heureusement, malheureusement notre ami Nasser Oudahi n'est pas là, parce qu'il était au Tassili. Ce livre-là... Toujours sur un projet. Non, c'est beaucoup plus... ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens cette année qui sont partis à Taghi, Timimoun, et je pense que c'est un bon signe. Les gens commencent soit à découvrir, soit à redécouvrir le pays. La reconquête du Sud. La reconquête de l'Algérie. Oui, tout à fait. Bien sûr que le Sud, l'extrême Sud, fait partie de cette carte que l'Algérie doit jouer, qui est un atout majeur, notamment le Tassili Nadjar. Mais là, c'est un autre débat. Pour ce qui est des pyramides, je pense que c'est aussi une forme de réconciliation avec nous-mêmes, avec la matrice numide, amazigh, tout à fait. Sur laquelle repose l'entité algérienne. Parce qu'à un moment donné... Grand débat sur l'identité en ce moment depuis une dizaine d'années. Moi, je pense que quelque part, ce problème a été quelque part réglé. Les Algériens se réconcilient avec eux-mêmes. Leur histoire et leur mémoire. Et justement, ce livre-là, il ouvre des pistes. Parce que là, il faut même remonter au néolithique. Il faut remonter à 5000 ans au Tassili. Les sépultures du Tassili, les gens qui sont partis au Tassili découvrent les tombeaux à enclos ouverts. Je pense que quelque part, nous avons plus de 5000 ans d'histoire à raconter. Parce qu'avant de... À restituer à la génération d'aujourd'hui. Et pas seulement 5000 ans. Parce qu'en fin de compte, il faut aller jusqu'à 1,5 million d'années quand on découvre un peu l'homme du Aïn Hanish à Siti. C'est déjà quelque chose de très lointain, mais en même temps de très proche. Voilà. Alors, nous sommes dans cet ouvrage-là, je disais un véritable voyage dans le temps, dans l'espace. Nous sommes à 3 siècles avant Jésus-Christ et à 5 siècles après Jésus-Christ, à travers, je le rappelle encore une fois, Pyramide d'Algérie. C'est pratiquement 180 pages qui retracent l'historique des monuments funéraires d'époque, je le rappelle, tardive, entre le 3e siècle, je le disais à l'instant, avant Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous a fait remonter réellement aussi loin, Mohamed Balhi? Bon, aussi loin parce qu'il ne faut pas se contenter uniquement d'appuyer des photos par des légendes. Il faut trouver des explications. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, en fin de compte, c'est comme un polar. On est devant le... moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que restituer tous ces débats entre académiciens, savants et archéologues préhistoriens qui ont su évoquer toute une partie de nous-mêmes, mais c'était des débats ésotériques. Ouais. Et l'objectif de cet ouvrage, c'est de dire, voilà, nous avons des monuments numides, d'époque tardive. Et là, je voudrais rendre hommage à la première archéologue Qadira Fatma Qadra, qui a fait un excellent, c'était sa thèse d'ailleurs, exactement, un excellent boulot sur les Djedar. Et déjà à la fin des années 60. Hein. Voilà, 70, et d'ailleurs, je pense qu'on a perdu cette dame, parce que vraiment, elle a fait un boulot extraordinaire. Il y a une suite avec Malika Hachid, entre autres, bien sûr, toute cette génération d'archéologues, de spécialistes du patrimoine, et qui ont été formés, et là aussi il faut rendre hommage à Serge Lancel, un spécialiste, un latiniste spécialiste de Tipaza, un spécialiste de Hannibal. Tous cités dans votre ouvrage. Voilà, et bien sûr, pour ne pas seulement se limiter à la description de ces monuments d'époque tardive, il faut aussi expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, on est confronté à des énigmes. En même temps, c'est passionnant. C'est un livre de questionnement, voilà, de la première à la dernière page, à un moment donné. À un moment donné, vous dites comment s'extirper des légendes, des mythes et du regard européocentriste. Hein. Grand point d'interrogation. Même à un moment donné, parce que même pour les chercheurs, les explorateurs, je préfère le mot explorateur plutôt que découvert, parce qu'à un moment donné, la prétention de certains qui disaient, voilà, Flan X a découvert tel vestige. L'énigme, c'était quoi? C'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas par qui et pour qui ont été édifiés ces monuments funéraires humides d'époque tardive. On est comme dans il y a des zones d'ombre. Voilà, on est comme dans une chambre où il y a un cadavre, il n'y a ni mobilier, ni literie, il n'y a rien. D'où vient ce cadavre?
qui a tué ce personnage. C'est ça qui est extraordinaire. Les djedars n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Pas seulement les djedars. Entre autres. Les djedars, parce que les djedars, c'est quoi? Parce qu'il faut expliquer. Tout à fait, on va y revenir. Les djedars, et Nasr Oudahi, le photographe, il est justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est de la région de Tiaret, de Frenda. C'était la région où Ibn Khaldoun avait écrit la Muqaddima à Tazgour. Et ces énigmes-là, il n'y a pas que ces monuments funéraires numides, il y a aussi des énigmes. Par exemple, il y a 13 monuments sur lesquels on revient. La période vandale, ça a duré un siècle. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. On sait, plus ou moins, on a une histoire, c'est des séquences historiques. On sait aujourd'hui restituer la période romaine qui a duré pratiquement 3 siècles, plus la période byzantine, ça fait un siècle, ça fait pratiquement 4 siècles, 4 à 5 siècles. On sait à peu près l'histoire de Timgad, de Tipaza, mais pour ce qui est de la période numide d'époque tardive, on ne sait pas, par exemple, par qui ont été édifiés ces 13 djedars, il y a plus de 13 pyramides. Vous allez me dire pourquoi pyramides, alors que, par exemple, l'historien Gabriel Camps, il récuse cette notion de pyramide. Et moi, je préfère dire pyramide, parce que c'est vrai qu'en termes de volume et de masse, les pyramides, les djedars n'ont rien à voir avec, par exemple, la pyramide de Khéops en Égypte, qui fait plus de 146 mètres de hauteur et qui fait l'équivalent... Il y avait peut-être une forme d'inspiration, Mohamed. Oui, pardon. Ouais, il y avait peut-être une forme d'inspiration de ces pyramides d'Égypte quant à la construction de ces monuments funéraires. Voilà, c'est des monuments funéraires, par exemple, pour ce qui concerne l'Égypte. C'est comme d'ailleurs, il y a un lien entre les monuments funéraires d'époque tardive en Algérie numide et les pyramides, c'est qu'ils ont été construits pour l'éternité et pour ne pas être inviolable pratiquement. Tout à fait inviolable. Ça qui est intéressant. Quoique, et c'est un peu l'une des révélations de Fatima Qadriya Qadri, c'est qu'elle disait que ces monuments-là ont été pillés depuis fort longtemps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pratiquement aucun indice. C'est le livre du questionnement, je disais. Comment on ne sait pas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que, par exemple, l'Imdrassen, c'est le monument funéraire numide, à 30 km au nord de Batna, c'est le plus ancien monument en Afrique du Nord. C'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. C'était l'époque où pratiquement les populations berbères découvraient les langues puniques. Peut-être dans une forme d'éveil de conscience aujourd'hui quant à la réhabilitation et la restauration et à la sauvegarde de ces monuments, entre autres celui de Médrassen, parce qu'à un moment donné, pratiquement, il tombait en ruine, y compris les djedars. Il y a l'équivalent, il y a plus de 16 djedars, 13 djedars répertoriés, et certains d'entre eux tombent en ruine. Alors qu'à un moment donné, au lendemain de l'indépendance, ce que disait d'ailleurs l'archéologue Mounir Bouchnari, il disait que la priorité, c'était à l'époque, c'était d'assurer la protection de tout le patrimoine contre les pillages et la destruction. C'était la priorité au début de l'indépendance. Et voilà, nous sommes confrontés à des énigmes, c'est ça qui est passionnant. Voilà, exactement. Telle une enquête pratiquement policière, vous le disiez. J'ai l'impression que c'est un peu une forme de résonance ou de fil invisible entre la mort de l'entomologiste jusqu'à ce dernier ouvrage. Je le rappelle encore une fois, à lire, à mettre entre toutes les mains dans un langage accessible, mais également compréhensible. Pyramide d'Algérie, Médrassen, tombeau royal mauritanien, mais également les djedars. C'est aux éditions ANEP. Je parlais de questionnement. Bien justement, c'est l'ouvrage de toutes les énigmes, mais également de tous les questionnements. Vous dites, par exemple, à la page 163, ce sont 180 pages qui nous renvoient vers ce passé lointain, mais pas aussi lointain qu'on pourrait le croire, de l'histoire, je le rappelle, de notre histoire. Vous dites, la difficulté éprouvée par les archéologues depuis les premières fouilles effectuées en Algérie de cerner les noms des monarques et dynasties pour lesquels des monuments funéraires ont été érigés. Malgré toutes les expertises, les théories et les approximations, des zones d'ombre subsistent. Nous voyons l'avenir par un seul côté. Le passé nous apparaît sous plusieurs facettes, disait Goethe. Et l'histoire, en tout temps et tout lieu, est pleine d'énigmes. Massinissa a-t-il bien été enterré au Khoroub, dans le mausolée qui porte son nom? Grand point d'interrogation. Par qui et pourquoi a été construit le mausolée royal de Mauritanie? Que représentent les djedars sur lesquels vous êtes revenu à l'instant? La certitude est que ces monuments funéraires d'époque tardive, de par leurs architectures, ont une touche locale et ils en imposent. Nous ne sommes pas réellement, comme cela a été dit depuis fort longtemps, des barbares.
Alors nous ne sommes pas des barbares, barbares. Oui. Il faut aussi noter que, par exemple, d'ailleurs c'était une des appréhensions pour les archéologues, les préhistoriens algériens, c'est qu'il n'y a pas d'archives. Les Numides n'ont pas écrit sur eux-mêmes. Ce qu'on a sur les Numides, c'est beaucoup plus toutes ces références gréco-latines. Oui, ils avaient du génie, c'est ce que vous expliquez dans l'ouvrage. Du génie par rapport à l'architecture. Par exemple, si on prend le monument royal mauritanien, il fait à peu près l'équivalent de 80 000 mètres cubes de pierre. Évidemment, ça n'a rien à voir en termes de proportion par rapport à la pyramide de Khéops qui fait, selon les évaluations d'égyptologues, entre 600 000 et 4 millions de pierres, de blocs de pierre, en termes de volume. Mais en termes de génie architectural, les Numides avaient un génie architectural, c'est ce que disait d'ailleurs Nasser Ben Siddiq, ce rapprochement entre, parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup plus de rapprochements avec Carthage, c'est-à-dire les Numides et Carthage, exact, tout à fait. Et aussi avec les pharaons. C'est pour ça que... L'inspiration et la réalisation l'inspiration, les échanges, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une spécificité architecturale, un génie. Les Numides, ce n'étaient pas des bergers, des pasteurs des Numides, il y avait une civilisation. C'est ça qui est intéressant à révéler et à connaître. Et on revient encore une fois en arrière, à la 25e page. Vous dites qu'il est difficile de parler de Numides en l'absence de récits qu'ils ont produits eux-mêmes, justement, sur les choses qui les concernent. Pour pallier à ce problème majeur, les historiens qui étudient l'Afrique du Nord se rabattent inexorablement sur les auteurs de l'Antiquité tels Salluste, Tite-Live, Proscope, Hérodote, Strabon, etc. Mais ces derniers ne se sont pas forcément empreints du souci du détail et de la vérité dans la narration des faits. Face aux difficultés éprouvées pour étudier les Djedars, justement, l'archéologue à qui vous rendez hommage, une bonne partie lui est consacrée, Fatima Kadra, a été claire dans sa démarche en pointant du doigt les vrais obstacles. Elle disait « Il faut bien souligner que d'une manière générale, l'histoire des populations autochtones durant l'Antiquité n'a jamais véritablement retenu l'attention des chercheurs à l'époque coloniale. Le plus souvent, les populations libyques ont été appréhendées uniquement dans la mesure où elles furent mêlées à l'histoire des différents occupants, en particulier les Romains, les Vandales et les Byzantins. » Par exemple, il y a une autre énigme, c'est qu'on n'arrive pas encore à déchiffrer, comme les mythes de l'ancien Mexique, l'alphabet libyque. Tout à fait. L'alphabet libyque, c'est un peu l'ancêtre de l'écriture touareg. Il y a plus de 1300 inscriptions libyques qu'on n'arrive pas à déchiffrer. C'est une très grande frustration pour un archéologue de ne pas pouvoir décrypter, alors que, par exemple, pour ce qui est de l'Égypte pharaonique, avec Champollion, même si historiquement, ce n'est pas Champollion qui a décrypté, qui a décodé l'écriture hiéroglyphique, on dit que c'est au Xe siècle, il y avait un Chaldéen né en Irak qui avait un peu contribué aussi à déchiffrer. Là, c'est un peu comme Christophe Colomb, c'est un autre débat. Mais vous le racontez tellement bien, Mohamed Belkhi. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que la deuxième énigme, c'est qu'on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas décrypter ce mystère autour de l'alphabet libyque. Quand on dit libyque, bien sûr, ce n'est pas libyen. Libyque, c'est un peu l'appellation de toute cette zone qui allait pratiquement de l'ouest du delta du Nil jusqu'à l'Atlantique, qui concernait les populations non grecques et non phéniciennes. C'était les hommes blancs, un peu les Numides, quoi. Et je pense que c'est un hommage, c'est nous-mêmes, parce que c'est quoi Amazigh numide, c'est nous-mêmes. On revient donc encore une fois à la reconquête de notre histoire, à travers cet ouvrage, la formation de la Numidie, pardon. Quelque part, il y a aussi un tabou. Quand on a raconté l'histoire un peu événementielle de l'Algérie, bon, il y a eu les Numides, ensuite il y a eu la conquête Futuhat arabe. Ouais. Mais on ne sait pas que, par exemple, quelqu'un comme Koseila, il a mis pratiquement son combat a duré plus de 20 ans contre les conquêtes musulmanes. Tout à fait. Ça aussi, il faut aller vers l'essentiel et raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, non pas telle que selon un discours idéologique qui a fait beaucoup de mal pour la compréhension de beaucoup de faits en Algérie. Voilà.